Taureaux, chevaux et flamants roses. Pas de doute, nous sommes en Camargue. Des marécages et des roseaux à perte de vue sur 150 000 hectares. Au cœur de cet immense parc naturel, voici les remparts d'Aigues-Mortes, une enceinte fortifiée que vous avez placée en 6e position de votre classement. Des murs vieux de plus de 700 ans d'une hauteur spectaculaire et un état de conservation remarquable. Pour vous présenter ce monument, une question s'impose, mais qui a bien pu avoir l'idée de poser ce vaisseau de pierre ici, au milieu de nulle part? Ces remparts sont partis d'un rêve fou d'un roi de France, Saint-Louis, qui au XIIIe siècle a décidé de construire ces remparts sur des zones marécageuses. C'est un Camarguais pure souche qui vous le dit. Saint-Louis, c'est Louis IX qui voulait implanter ici le premier port du royaume de France ayant accès sur la Méditerranée. Louis IX est le premier roi capétien à posséder une ouverture sur la mer. Parce qu'il y avait à un certain moment un reflux des musulmans il voulait son port. Il ne pouvait pas avoir Marseille parce que Marseille n'appartenait pas à ce moment-là au royaume de France. Un vaste projet qui débute par la construction de la tour Constance. C'est Patrick, historien et spécialiste de la ville, qui va nous conduire à la découverte de cette tour stratégique. Elle avait une double fonction. D'une part, elle constituait le donjon du château, et d'autre part, étant donné que nous sommes dans un port, elle avait la fonction de phare. Et nous sommes ici sur le balcon qu'utilisaient les soldats pour alimenter la petite terrasse et le pharo qui se trouve au-dessus de nos têtes. La tour de Constance, qui culmine à 32 mètres, servait également de tour de guet. La naissance de ce port royal va profiter à Saint-Louis puisqu'il devient une étape incontournable sur la route des épices et des pierres précieuses. Ce sera également le point de départ des croisades. Et pour cela, le roi a besoin d'hommes. Pour attirer très rapidement la population ici, non seulement il va donner quelques terres de façon à ce que chacun puisse bâtir sa maison, mais quiconque viendra s'installer dans la ville ne paiera plus aucun impôt, ni ordinaire, ni extraordinaire. Mais Aigues-Mortes n'est pas pour autant un paradis où tout est permis. À l'intérieur de la tour de Constance, on enferme notamment les opposants au pouvoir royal. Avec un mur de 6 mètres d'épaisseur, les prisonniers ne sont pas prêts de prendre la poudre d'escampette. Pourtant, au XVIIe siècle, un certain Abraham Mazel, chef de file des combattants protestants, réussit à se faire la belle. Grâce à un clou arraché à la porte, il a pu enlever le ciment qui tenait l'une des pierres au bas de l'une des archères et les hommes ont pu descendre par cette petite ouverture, s'échapper grâce à une corde constituée des chemises des prisonniers. Je me suis fait la belle, tchou, 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 tchou. À partir de ce moment-là, cette triste tour sera une prison exclusivement réservée aux femmes. Nourries au pain et à l'eau, les prisonnières étaient plongées dans l'obscurité, des conditions de détention extrêmes. Ces femmes perdaient souvent la vue. Certaines sont devenues folles et toutes étaient dans un état de santé déplorable. L'ombre de ces prisonnières plane toujours dans ce donjon. L'une d'entre elles, Marie Durand, est d'ailleurs encore et toujours un symbole de ténacité. Marie Durand est l'emblème de ces femmes enfermées, une jeune femme de 19 ans enfermée ici uniquement parce qu'elle est d'une autre confession que le roi et qui va rester enfermée ici pendant 38 ans. Marie Durand a laissé un message sur la margelle de cet oculus: résistez. Ne trahissez ni votre foi, ni les vôtres. Résiste, prouve que tu existes. Résister, c'est ce que tente de faire la ville fortifiée face à la concurrence des ports voisins. 100 ans après l'arrivée de Saint-Louis, ces rivalités, ajoutées aux épidémies, vont sonner le déclin de la ville fortifiée. Mais Aigues-Mortes ne meurt pas tout à fait, car les habitants peuvent compter sur la présence d'un véritable trésor naturel. Alors ce trésor, on appelle ça l'or blanc. C'est la finalité du travail du saunier qui a pris l'eau à la mer et qui est arrivé à faire ces cristaux de sel qui ressemblent vraiment à de l'or blanc. C'est dans ce paysage de carte postale, au pied des remparts d'Aigues-Mortes, que Claude récolte la fleur de sel, une tradition ancestrale. Dans l'Antiquité, le sel était extrêmement précieux. On n'avait pas inventé encore la chaîne du froid pour conserver les aliments, à tel point que les soldats romains étaient payés en partie en sel, d'où le terme salaire. Aussi précieux que l'or, le sel devient au Moyen-Âge un commerce très profitable. Les producteurs de l'époque en ont d'ailleurs laissé une trace. On peut voir
des anciens piquets. On les montait avec des planches de pin et de l'argile au milieu. Et c'est ceux qui servaient à séparer un clos d'un autre clos. Aujourd'hui, ces salins grands comme Paris représentent 70% du sel que nous consommons à table, le même produit qu'utilisaient nos ancêtres. Depuis 2000 ans, le métier de saunier n'a jamais changé. C'est toujours la nature, le vent, le soleil qui nous guident dans notre fabrication de sel. Aigues mortes signifie eau stagnante, le contraire d'eau vive. C'est pourtant grâce au sel de ces eaux mortes que la ville est encore bien vivante.